Alerte enlèvement. Le podcast, enfin disponible. Un enfant a été enlevé. Pour l'instant ici, surtout l'inquiétude qui grandit d'heure en heure dans le quartier où je me trouve. N'agissez pas seul. Elles ont été retrouvées saines et sauves il y a un peu plus d'une heure. Alerte enlèvement. Le podcast. Votre mobilisation est essentielle. Vicente Lizarazu, 47 ans, champion du monde et sex symbole, époux comblé et fils adoré, écolo né et commentateur doué, Lisa, c'est la tête et les jambes. Mais que vient donc faire cet homme parfait sur le divan de Marc-Olivier Fogiel ? Oui, ça m'effraie. Ouais, rester immobile, ça va être très très difficile pour moi. Et je sais pas comment je vais faire. Vous pouvez bien fort m'attacher peut-être. Je vais vous attacher, Vicente Lizarazu. Bonsoir. Bonsoir Marco. Il faut pas que je regarde. Ah non, il faut pas me regarder. Merci d'être là. 90 minutes. Normalement, c'est sur le terrain. Là, c'est sur un canapé immobile. Ça va être compliqué pour vous. Puis vous livrez aussi, Vicente. Ça va être compliqué pour vous peut-être, non ? Oui, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. D'ailleurs, j'ai pris la lettre que vous avez donnée à la graphologue qui tout à l'heure analysera votre écriture. Vous mettez « L'exercice du divan est un challenge difficile pour moi, très difficile même. Le basque est pudique, un peu ours et n'aime pas qu'on le bouscule. Mais j'aime donc les nouveaux défis, ça on va le voir, c'est le mot qui vous caractérise. Et surtout, bon, j'ai confiance en toi. Vous voulez un peu vous éprouver pour franchir une nouvelle peut-être étape. Je sais pas, on verra à la fin. En tout cas, ce soir, il y a évidemment le champion du monde hors norme. Il y a aussi un gaillard au cuir bien tanné qui cache une profonde sensibilité, un gars qui vit le pied au plancher, un hédoniste, mille vies, un journaliste, sportif, globe-trotteur, défenseur de la nature, papa poule. Il y en a une qui nous a décrit le garçon que vous êtes en un seul mot, c'est votre petite fille de 8 ans, Wayina. Elle a employé un mot pour vous décrire. Vous savez lequel ? Non. Courageux. Et elle a précisé tout de suite derrière, parce qu'il saute tout de suite dans la piscine. Ça commence. Mais elle est évidemment au sens propre, mais au sens figuré, il y a un peu de ça chez vous, je trouve, et je trouve qu'elle vous résume bien. Vous sautez dans la piscine. Vous aimez ça, le côté je me lance de défis, j'y vais, je suis courageux, et un peu rien ne m'arrête. Ça vous caractérise bien ce que nous a dit un peu innocemment votre petite fille ? J'aime bien chercher les limites. Après, de le faire intelligemment. Je suis pas un fou furieux non plus, un casse-cou. Mais j'aime bien aller le plus loin possible, tout en mesurant aussi les risques, parce que je suis responsable, j'ai des enfants et je veux pas faire n'importe quoi. Mais j'aime bien l'adrénaline. Donc dans beaucoup de mes activités sportives, c'est ce que je recherche. Et je le recherche d'autant plus maintenant que j'ai arrêté ma carrière de footballeur il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant. Et je me sens toujours athlète dans la tête, j'ai envie de défis, j'ai envie de me challenger tout le temps. C'est en moi, je peux pas faire autrement. Mais même dans votre reconversion professionnelle dont on va parler tout à l'heure, il y avait ça aussi. Vous challengez, montrer que vous pouviez faire autre chose que le gars qui jouait super bien au football. Oui, mais je pense que pour tous les sportifs de haut niveau, il y a une deuxième vie qui est importante, qui est riche, et on se cherche. On a du mal à savoir ce que l'on veut faire. Et puis, à un moment donné, cet esprit de compétition, il nous pousse à être performant dans un autre métier. Alors moi, j'ai choisi le métier de journaliste. Ouais. Voilà, essayer de faire des belles émissions à la radio, à la télé, ou faire des chroniques en presse écrite. C'est un exercice qui est complètement différent que simplement faire un match de foot. On démarre toujours un peu comme ça dans l'émission, avec une image un peu étonnante. Une image où on vous voit en uniforme de militaire. On est en 1990, au bataillon de Joinville. Et le jeune Vicente Lizarazu, en même temps qu'il fait du football le week-end, il est militaire la semaine. Au rapport, Vicente Lizarazu, soldat au bataillon de Joinville la semaine. Footballeur vedette au Girondins de Bordeaux le samedi. Défenseur de talent, parfois l'opportunisme du buteur. Présentez. Hop. Présentez. Hop. Présentez. Hop.
Je pense que des gens qui sont athlètes de haut niveau ou des gens qui ont déjà un métier et qui doivent rendre une année à l'armée, c'est vrai que ça peut poser des problèmes. Maintenant, bon, c'est pour tout le monde pareil et on est bien obligé de donner cette année d'armée. L'accent. J'aime bien l'accent là. Mais il y a aussi quelque chose que vous n'avez pas lâché, qui vous caractérise toujours. Je fonce, je bosse, je suis à l'armée la semaine, au foot le week-end. Bon, je l'ai très bien vécu parce que je l'ai fait avec plein d'autres sportifs. Ça n'existe plus, mais c'était une bonne expérience. Ce qui est hallucinant dans votre parcours, Bichente, c'est que tout ce qui aurait pu être un obstacle dans votre vie, même très jeune, vous en avez fait un tremplin. Ce qu'on va découvrir, c'est que votre histoire d'amour avec le football, ça commence très jeune, par une grosse claque. On peut même dire une forme de traumatisme, puisque vous avez quitté le domicile familial très très tôt, à 13 ans et demi. On est en 1983, pour entrer donc au sport-études à Bordeaux. Et un jour, quand vous avez 15 ans, votre père demande à votre coach quel avenir vous envisagez donc pour notre fils dans le football. Vous vous souvenez précisément ce qu'il répond, le coach, à ce moment-là, à votre père ? Plus ou moins, parce que ça commence à dater, mais en gros, il dit que je ne pourrais jamais être footballeur professionnel. Il y avait mon père, il y avait ma mère, il y avait mon oncle qui étaient là et c'était assez dur à entendre. J'ai trouvé ça assez définitif comme avis puisque je devais avoir à peine 15 ans. Ça a été une énorme claque, mais en même temps, comme souvent pour moi d'ailleurs, quand tu me dis que c'est pas possible, c'est là où je veux te montrer que je suis capable de le faire. Quand on vous dit que c'est pas possible, ça me motive. Ah ouais. Ouais. Tout petit déjà, challenge. À 15 ans, vous aviez ça profondément en vous. Ouais, je l'avais profondément en moi. Après, les raisons, c'était il est trop frêle, il est pas assez physique. Bon. C'était un argument qui était un peu définitif sur le fait que je pouvais pas poursuivre une carrière professionnelle parce que j'avais pas les qualités physiques pour ça. Et quand il m'a dit ça, en fait, ça m'a perturbé pendant 3-4 jours. Après ça, je crois que je suis parti au ski avec mes parents. Ouais. Et comme souvent, la montagne ou la mer m'a permis de m'évader. Puis je suis revenu motivé comme jamais. Je peux pas dire que ce soit lui qui m'ait motivé comme jamais, mais ça m'a pas empêché de continuer ma route et puis de montrer que je réussirais aussi. Ce que vous avez fait, on va voir dans quelles conditions. Encore un mot là-dessus. Ça a dû réveiller chez vous aussi ce mental de champion que vous avez depuis tout petit. Je lisais que au club Mickey de la plage, donc quand vous étiez tout petit, quand vous disputiez les Olympiades des enfants, vous aviez l'impression de jouer votre vie. Je faisais plein de sports et je voulais gagner tout le temps. Donc l'été, le club Mickey, on faisait des concours de saut en longueur, des concours de course en sac, de course tout court, n'importe quel concours. Si je gagnais pas, j'en étais malade quand je rentrais à la maison. J'aimais pas perdre et la compète, ça me sublimait. Enfin, j'aimais ça, quoi. Il suffit d'appuyer sur le bouton, il suffit de me chauffer et ça réagit très vite. En tout cas, il a appuyé sur le bouton, donc ce coach à vos 15 ans, en disant que vous n'y arriverez jamais. Comme vous le disiez, le problème pour lui, c'était le gabarit, votre taille. Vous avez dit, durant ma formation au Girondin, j'ai été très complexé par mon gabarit. Je mesurais 1m69, je pesais 64 kg. J'ai traîné un moment le surnom plutôt amical de Pitchoun, mais je ressentais ces commentaires sur mon physique comme une humiliation. Je m'en suis servi, en fait. C'est ça. Je pense qu'au départ, c'était, j'avais du mal à comprendre pourquoi systématiquement on faisait référence à ça. Moi, ça me posait strictement aucun problème. J'ai aucun problème avec ça, je l'assume. Je mesure 1m69. J'aime bien, c'est un bon numéro. Mais il est vrai que sur certains matchs, et je me rappelle, on en parlera peut-être, mais quand je suis parti en Allemagne, sur 11 joueurs, il y avait au moins 7 mecs qui faisaient plus de 1m90. Parce que les Allemands sont costauds. Quand je suis arrivé là-bas, et en fait, il y avait le match, et puis j'avais toujours un mec en cible, le plus costaud, pour aller soit lui piquer le ballon à la tête, soit aller lui mettre un tampon. Voilà. Et ça m'amusait. Voilà, ça m'amusait. Et j'étais content quand je l'avais fait tomber. Vous avez donc fait de cet handicap une force, on l'a bien compris. D'ailleurs, Norbert Baudias, qui a été votre tout premier éducateur sportif aux Églantins d'Andaille, votre mentor d'une certaine manière, qui sera avec nous tout à l'heure, nous a dit qu'il a compensé ce qui aurait dû être un handicap en travaillant pour se forger une puissance musculaire et physique explosive. Du haut de son 1m69, il arrivait à sauter plus haut que les autres et à disputer des ballons de la tête à des joueurs beaucoup plus grands que lui. On va avoir quelques photos. En fait, c'est ça. À partir de ce surnom Pitchoun, vous l'avez transformé en basque bondissant, finalement. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. Mais en fait, il faut être plus malin. C'est-à-dire que déjà, tu as un avantage quand tu es plus petit que les autres, c'est qu'ils pensent qu'ils vont te dominer. Et donc, psychologiquement, tu es plus fort. Et donc après, il suffit d'être un peu malin, avoir le sens de l'anticipation, le sens de la trajectoire.
et puis tu lui sautes au-dessus et tu prends le ballon de la tête. Et il m'arrivait très souvent, enfin, même face à des mecs d'1m90, de prendre le ballon de la tête. Ils se sentaient un petit peu ridicules, mais en fait, simplement, moi, je considérais que j'avais un avantage parce qu'ils ne s'imaginaient pas qu'au duel avec moi, il allait le perdre. Et ça donnait cette carrière, Bichente. Pour en arriver là, évidemment, vous avez mis toutes les chances de votre côté. D'ailleurs, 2 ans avant que cet entraîneur ne vous dise que la carrière de pro, ça ne sera pas pour vous, il y a une anecdote qui vous caractérise. Vous êtes loin, vous êtes à 200 km de chez vos parents, mais vous donniez du mal. Avant l'heure de la sonnerie générale, donc tôt le matin, vous mettiez votre réveil avant pour enchaîner tout seul les pompes. Moi, j'étais dans un sport-études, j'étais à l'internat et en effet, je me réveillais une demi-heure avant tout le monde pour aller faire des pompes et des abdos pour étoffer mon physique et ce qui m'a permis par la suite aussi de compenser. Là, j'ai 7 ans ou 8 ans. Ça, c'est les tournois interquartiers. J'adore cette photo. Ça, c'est vraiment mes débuts sur du bitume avec les Églantins de Nandaï. Et moi, j'ai fait du sport quasiment, je sais pas, depuis l'âge de 7-8 ans, au moins un jour sur 2. Je jouais à la pelote basque, au tennis, au foot. À l'école, c'était l'athlétisme, le handball. Après, l'été, c'était le surf, la plongée sous-marine avec mon père. C'était le club Mickey. Et l'hiver, c'était le ski. Donc moi, j'ai toujours été dans le sport à fond. Et évidemment, quand on fait beaucoup, il y a une forme d'addiction. Et donc, quand je n'en fais pas aujourd'hui, je suis en manque. Voilà, mais c'est une addiction. Je préfère avoir cette addiction que d'autres. Il y en a un qui va croire en vous durant cette période de 14 à 17 ans chez les cadets des Girondins, c'est Pierrot Labatte, votre éducateur, votre père spirituel, comme vous dites. On l'a appelé, il nous a confié ça. Dès que j'ai vu ce gamin sur le terrain, ça a fait tilt. Il était différent des autres, avec une détermination hors du commun. Avec le recul, je pense que c'était un surdoué. Et un surdoué, tu ne peux pas lui imposer quelque chose, il faut dialoguer. Toute l'incompréhension qu'a suscité Bichente, elle vient de là. Peut-être que c'est une des premières clés pour comprendre cette espèce de boule d'énergie. Dans mon parcours, il y a eu des éducateurs qui ont eu des paroles malheureuses. Mais heureusement que dans le même club, il y avait des gens comme Pierrot Labatte ou des gens comme Ante Mladinic, qui était un formateur yougoslave de grand renom, qui ont vu en moi des qualités que l'autre éducateur n'avait pas. Ou en tout cas, ils ne sont pas focalisés sur la problématique purement physique. Ils ont vu les qualités techniques, ils ont vu l'intelligence de jeu. Et c'est eux qui ont poussé pour que je reste au Girondins une année de plus. Et ça, c'est à l'âge de 16 ans où tout a basculé pour moi. Et donc cette année-là, de 16 à 17 ans, je commence avec les juniors. Ensuite, je joue en division d'honneur, là, niveau supérieur. Ensuite, en 3e division. Et je finis par m'entraîner avec les pros en 1 an. Physiquement, je m'étoffais, je prenais confiance en moi et tout s'est enclenché comme ça. Et grâce à Pierrot et grâce à Ante Mladinic, j'ai eu cette chance, cette année supplémentaire qui a été déterminante et qui m'a ensuite lancé au Girondins de Bordeaux. Il y a des gens qui vous ont aidé à surmonter tout ça, j'allais dire, d'un point de vue émotionnel. C'est vos parents, évidemment, j'imagine, Jean et Louisette. Comment ils ont vécu le moment où cet entraîneur a dit le sport c'est gentil, mais c'est pas pour lui le foot. Très mal. Ils ont été particulièrement choqués parce qu'ils ont entendu. Donc, ils ont toujours été là, ils m'ont toujours suivi. De 13 ans à 15 ans, ça n'a pas été marrant, parce que je n'arrivais pas à réaliser mon rêve, en fait. Mais il faut être patient, j'ai attendu mon heure, et mon heure est arrivée. Parce qu'on ne se rend pas compte, souvent on regarde les footballeurs professionnels, une fois qu'ils sont en place, ils jouent en équipe de France, ils gagnent des Coupes du Monde. Mais là, toute cette enfance-là, où tu veux devenir footballeur professionnel et où on te dit que c'est pas possible, il faut pas lâcher l'affaire. Et pourtant t'es gamin et pourtant t'es encore un peu fragile, mais ça t'endurcit. Je pense que c'est aussi pour ça qu'après tu deviens un peu plus intransigeant, enfin un peu plus exigeant avec les autres, parce que tu es intransigeant avec toi-même. Vous arrivez de craquer ? Non, parce que très vite il y a la compète. T'as la compétition externe contre d'autres équipes, mais il y a la compétition interne pour être titulaire, pour faire partie des 11 joueurs qui vont jouer le dimanche. C'est-à-dire que quand tu joues, t'es le plus heureux du monde, et quand tu joues pas, t'es sur le banc. Enfin, moi, je le vivais, mais très très mal. C'était insupportable. J'ai l'impression que je servais à rien, que je perdais mon temps. Et donc, cette compétition interne, elle fait que déjà, tu t'endurcis, et puis tu veux pas montrer une fragilité éventuelle, tu veux pas montrer une sensibilité. Les quelques fois où vraiment j'étais à bout, j'ai skié du matin au soir. Je mangeais sur les télésièges et pour me vider la tête. Et ça m'a fait le plus grand bien.
Il faut dire que vous avez grandi dans une famille absolument hallucinante où la culture du sport était primordiale. C'était les JO à eux tout seuls, la famille Lizarazu. Votre père, Jean, était menuisier charpentier, comme vos deux grands-pères. Votre mère travaillait avec lui. Et alors, tous mordus de sport. Votre père, déjà, était l'un des pionniers du surf au Pays Basque. Votre petit frère Peyo, qui a 6 ans de moins que vous, lui a dignement succédé, puisqu'il est aujourd'hui champion de paddle et de surf, qui affronte donc les plus grosses vagues de la planète. Votre maman, Louisette, joueuse de tennis classée, elle faisait des tournois. Votre père pratiquait aussi le rugby, la plongée sous-marine, le surf. C'était quoi cette culture du sport dans la famille pour vous? Il y a le gène du sport chez les Lizarazu? Ouais, on a été éduqués dans cette culture-là. Mon frère, lui, c'était plutôt la voie du surf et du stand-up paddle. Il a été vice-champion du monde de stand-up paddle. Il a été champion d'Europe de surf. Et là, voilà, mon père, au départ, on disait que physiquement, j'étais frêle. Et puis après, en Allemagne, mon surnom, c'était Kraft Packet, paquet de muscles. Donc voilà l'ADN. Mon père, qui est un caisson, qui a des bras de menuisier charpentier qu'il est et des mains, c'est des paluches. Voilà, il nous a transmis ça, cette qualité musculaire à mon frère et moi, et qui nous permet dans le sport de nous éclater en fait. Voilà, on a ça en nous. On peut dire que c'était aussi le langage commun de la famille, le sport, puisque donc la façon de se parler, c'était par le sport? Non, pas que par le sport, mais c'est vrai que oui, on n'exprime pas trop les sentiments, trop les émotions. C'est assez contenu, c'est pudique. Comme au Pays Basque en général. Vous étiez dans une famille un peu de taiseux, d'une certaine manière, où vous saviez que l'amour était là, mais ça ne se formulait pas. Là, avec vos enfants, vous leur dites « je t'aime » vous... Ah oui. Oui, non, là, je suis... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr que je leur dis. Évidemment, tous les jours. Je parle avec mes enfants. Là, avec votre grand, par exemple? Ouais. Il n'y a jamais eu de doute de l'amour de vos parents, on a bien compris. Ah non, jamais. Pour le coup, on reçoit dans ce divan généralement que des gens qui ont une enfance un peu complexée. Vous, alors, c'est tout l'inverse. Vous avez vécu dans une famille où il n'y avait pas de difficultés. Non, c'était merveilleux. Mais c'est pas parce qu'on se parlait pas énormément, c'est pas parce qu'on était pudique qu'il y avait énormément d'amour. Ça m'a pas perturbé qu'on se disait pas souvent je t'aime entre nous, parce que dans l'attitude, il y avait plein d'amour. Et voilà, après, bon, avec mes enfants, c'est, je sais pas, ouais, peut-être je suis un peu plus ouvert maintenant que j'ai arrêté le foot depuis 2006. Quand j'étais footballeur, j'étais peut-être un peu plus dans un tunnel, un peu plus les œillères avec l'objectif que je m'étais fixé. Là, c'est les 3 générations. Ouais, père. mon fils, mon père. La transmission au travers de la plongée sous-marine, de l'amour de la mer, où mon fils était là, parce que j'avais envie justement voilà, qu'il ressente l'amour que j'ai pour la mer, et j'ai l'impression que j'ai réussi ça, j'ai réussi à lui transmettre l'amour pour le Pays Basque, l'amour pour la mer, l'amour pour le sport. On a bien compris que ce papa est important pour vous, très important, une forme de modèle. Vous dites qu'il était donc charpentier, menuisier à son compte. Ce qui vous a marqué, c'est qu'il trimait comme un fou sans jamais se plaindre. Ben ouais, c'est un métier très physique. Il rentrait tard le soir, il se levait tôt le matin. Il était sur les toits, puisqu'il était menuisier et charpentier. Et il a fait ça toute sa vie. Et donc le rapport au travail, travail bien fait, c'est quelque chose d'important pour moi. Je pense qu'il m'a transmis. Voilà, quand je fais quelque chose, j'aime le faire bien. Et j'ai beaucoup de respect pour les artisans qui font bien leur boulot. Ça, c'est l'atelier de votre père? Cette porte-là, je lui en ai mis quelques-unes. J'ai pété quelques fenêtres aussi. Ouais. Là, c'est là que j'ai commencé à m'entraîner, à frapper contre ce portail. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que vous avez fait du foot plutôt qu'un autre sport, puisque vous étiez fan de tennis? D'ailleurs, vous aviez demandé à votre grand-mère, puisque vous étiez fan de Björn Borg, de vous tricoter. Mais voilà, il est là. Le débardeur à la Björn Borg. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça a été plutôt le foot que le tennis? Ça s'est joué avec les Girondins de Bordeaux et M. de Bellex qui est venu à la maison pour me proposer de rentrer au centre de formation, quoi. Ça s'est fait presque simplement. Mais vous auriez pu être un grand champion de tennis, finalement. Je sais pas. Mais en tout cas... Je sais pas. En tout cas, je voulais faire du sport mon métier. Je voulais que ce soit du tennis, du foot ou autre chose. Voilà, je sais pas pourquoi, dès le départ, c'était ça, quoi. J'avais cette lumière devant moi où je me disais que c'est dans le sport que j'allais... exceller.
Ouais, que j'allais exceller, puis que j'allais m'éclater. Norbert, il est là, Norbert Baudias, donc votre éducateur aux Églantins d'Andaille. Bonsoir Norbert. Bonsoir. Merci. Bonsoir Biche. Bonsoir Norbert. Merci d'être là. C'est le seul qui m'appelle Biche. Biche. Je vais vous appeler Biche alors. Quel petit gamin de 5 ans il était, Vicente Lizarazu? Mais, Biche, je connaissais son papa, je fréquentais son papa, puisqu'on s'occupait tous les deux d'un club de plongée à Andaille, j'étais plongeur. Et on aidait un ami dans les Hautes-Pyrénées à construire une board. Et pour fêter la board terminée, on avait décidé, tous les gens d'Andaille, de monter avec les familles. Une petite maison dans la montagne. La board, oui, c'est une petite maison de montagne pour les bergers. Et puis là, on est monté toutes les familles, on a fait un bon repas, et puis après ce repas, voilà pas qu'il y avait un bambin, là, un pitchoun, avec un ballon. En fait, son papa a dit, bon, ben on va faire un match, Biche, et puis on a fait une partie de football au milieu de la bouse, des monticules de taupe. J'avais la chance, moi, d'être déjà éducateur aux Églantins, et puis on jouait ensemble, dans la même équipe. Et puis on a commencé à sympathiser. Et j'ai été surpris de le voir aux Églantins, donc je me suis rapproché de lui. Et quel trait de caractère vous avez vu tout de suite chez lui, Norbert? Le gamin qu'il était, qu'est-ce que vous avez remarqué tout de suite chez lui? Mais c'était quelqu'un qui avait beaucoup de volonté pour arriver à ce qu'il avait envie. Il avait beaucoup de facilité. Il avait beaucoup de facilité pour faire ce qu'il aimait, taper dans un ballon. Mais ce qu'il y a, c'est que j'arrivais à deviner chez ce garçon-là le besoin de travailler et travailler et travailler. Alors moi, j'ai essayé de lui apporter ce que je pensais être le plus juste, c'est-à-dire de la rigueur, du sérieux, et puis essayer avec lui de franchir les étapes. Et quand je vois ce que Biche est devenu, je crois que ça fait partie de ma fierté. Vous vous souvenez de ce moment dont on a parlé au début de l'émission, ces 15 ans où ce coach à Bordeaux lui a dit qu'il n'était pas fait pour ça? Parfaitement. J'avais appelé Biche au téléphone. J'avais essayé de discuter de ce problème-là. Je pense que j'avais simplement dit qu'on pouvait se tromper sur et qu'il était difficile et maladroit d'avoir ce jugement-là. Surtout quand on faisait un rapprochement, comme vous en avez parlé tout à l'heure, avec la petite taille. Je tiens à préciser que chez nous, le terme de pitchoun, c'est affectueux. C'est très affectif. Il a tous ses copains qui étaient autour de lui, c'était le pitchoun, c'était le meilleur, il l'appréciait, lui appréciait ses copains, il n'avait pas la grosse tête, et on l'appelait comme ça le pitchoun, quoi. Hein. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir des éducateurs comme Norbert Baudias, comme Peyo Saratia aussi, qui était le responsable Pyrénées-Atlantiques, des sélections Pyrénées-Atlantiques, qui sont des hommes de dialogue. Et moi, j'ai besoin qu'on m'explique les choses. J'ai besoin de parler. Et quand j'ai ce dialogue-là, il y a la confiance qui s'installe. Et à partir du moment où il y a la confiance qui s'installe, je suis bien et je m'exprime. Encore un mot, Norbert. Il y a eu aussi beaucoup d'abnégation de la part de ses parents de l'accompagner dans le sport. Tout à fait. Tout à fait. Parce que quand il est parti au Girondins de Bordeaux, 14 ans, à l'époque, Bordeaux, c'était le bout du monde pour nous, pour tout le monde. Et ses parents qui ont accepté cette situation-là, donc bon, ils ont eu raison. Et j'ai d'autres copains qui jouaient avec lui, qui avaient des qualités exceptionnelles aussi, et qui ont été freinés, qui n'ont pas fait une carrière de sportif, parce que justement, les parents n'ont pas été là quand il fallait, quoi. On allait voir ces matchs de Biche en équipe KD2 à Agen, on partait d'Andaille, on montait sur Bordeaux et puis on filait sur Agen, on rentrait avec ses parents le soir. Nous étions là derrière et on l'encourageait pour qu'il continue, pour qu'il persévère. Et ça fait partie de ses qualités. Là-dessus, il y avait Vicente, des parents avec Norbert, mais qui étaient là derrière vous et qui faisaient des kilomètres et des kilomètres. Ouais, il y a eu cette période des Girondins, mais avant ça, le programme la semaine,
il n'était pas simple. Je jouais à la pelote le mardi, le mercredi, j'avais l'entraînement de tennis. Ensuite, j'enchaînais avec l'entraînement de foot. Le week-end, on avait les matchs de foot. Après, j'avais des tournois de tennis. Ça, c'était l'hiver. Et alors, l'été, c'était plus compliqué puisque venait se greffer le surf et tout ça. Donc, ma mère a passé un temps fou à m'accompagner sur tous les tournois de tennis possibles ou toutes les parties de pelote de tous les frontons du Pays Basque et puis tous les matchs de foot, même si parfois c'était organisé de façon plus collective. Elle y a passé beaucoup de temps. Merci beaucoup Norbert. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci Norbert. À bientôt, Biche. À très vite, à bientôt. Merci Marc. Merci beaucoup Norbert. On a bien compris Bechente. Donc ses parents ont été déterminants pour vous, ce père menuisier. Il imaginait d'ailleurs que vous auriez pu prendre la suite puisque vous étiez gaucher, mais comme toutes les machines chez lui étaient faites pour les droitiers, il vous a contrarié. Ouais, je suis complètement tordu. J'écris main droite, mais à pelote basque, je joue main gauche. Tennis, main droite, et foot, je suis gaucher. C'est un peu donc, compliqué. quand je lance, je suis gaucher aussi. Ça s'est jamais posé, ça, le fait de prendre la suite? À part planter des milliers de clous et mettre un crayon à l'oreille, non, j'étais pas très doué pour ça. Et puis j'avais cette obsession du sport tout de suite. Ça, on a bien compris. En tout cas, cette écriture contrariée, donc on l'a faite analyser par Sophie Drisbourg. Elle sait pas donc c'est vous qui avez écrit ces quelques lignes. Et voilà ce qu'elle en dit quand elle analyse cette écriture de gaucher contrarié, qui est un droitier donc aujourd'hui. C'est une grande écriture, la zone médiane est prédominante, mais elle est portée et nourrie par un trait appuyé avec du relief. Donc tout ça révèle un homme efficace, énergique, pragmatique. C'est quelqu'un qui se mobilise facilement, qui a le goût du challenge et qui ne lâche pas prise facilement. C'est un homme qui est convaincant, qui peut parfois être assez direct dans sa façon de dire les choses, mais de manière jamais méchante et agressive. En fait, ce qui est intéressant et assez riche dans cette écriture, c'est qu'il y a à la fois de nombreux signes de masculin et de féminin. Donc le masculin avec le côté affirmé, homme de terrain, dynamique, bosseur, et le féminin avec toute la dimension affective, l'imagination et quand même la douceur qui se dégage des hanches de l'écriture. C'est quelqu'un donc probablement d'assez habile, d'assez séduisant, avec beaucoup de charme dans sa manière d'être en contact avec les personnes. Si je devais répondre à un recrutement, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un bon profil de commercial. C'est quelqu'un qui aime les contacts, qui aime le terrain, qui aime bouger et qui en fait a des idées pour convaincre, stimuler et entraîner les gens derrière lui. Vous reconnaissez là-dedans? Elle a dit un truc, je peux être brute parfois. Je suis très animal en fait dans mes relations humaines. J'ai besoin de sentir, j'ai besoin de renifler. Et soit j'aime, je remue la queue, soit j'aime pas et je montre les crocs. Donc voilà. Et après, sur la sensibilité, on en a forcément tous une. Le sport de haut niveau m'a appris à la contrôler, à la cacher. À la cacher, hein. Parce que ne pas contrôler ses émotions, c'est un problème dans le sport de haut niveau, de mon point de vue. Cette détermination dont on parlait tout à l'heure, c'est que à partir du moment où ça marche pour vous dans le football, donc vous passez pro, vous avez 17 ans, vous pourriez dire tout roule pour moi, ça y est, je suis pro. Non, vous continuez vos études, vous passez votre bac. C'était important pour vous. Parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Une blessure et ça s'arrête du jour au lendemain. Mais il en avait conscience, le gamin de 17 ans? Ouais. Déjà? Ouais. Ouais, déjà. Donc je voulais avoir un plan B, au cas où. Et donc j'ai poursuivi mes études, j'ai eu un bac D, et puis ensuite je suis parti en fac, j'ai eu une licence, et parce que je me disais que ça pouvait s'arrêter, que je voulais pas me retrouver sans savoir quoi faire. Donc voilà, j'avais un peu ma roue de secours en fait avec les études. Vous avez eu cette licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives. Vous vous souvenez du titre d'ailleurs? Le mémoire? Ouais, le mémoire. Les conséquences des perturbations psychologiques et comportementales sur l'extensibilité musculaire. Voilà. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Ouais, je vais simplifier le truc. Ça veut dire qu'il y a une interaction entre le psy et le physique. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Et j'ai pu m'en apercevoir tout au long de ma carrière. C'est-à-dire qu'un sportif qui est tourmenté, un sportif qui est pas bien dans sa tête, ne peut pas être performant. Il faut que la tête soit libérée pour que le corps se libère. Quel ado vous étiez donc à 17 ans? Le foot, l'école, la fac, votre meilleure amie, je crois que c'est la marraine de votre fille, Fabienne Dumas qu'on a eu en ligne, elle nous raconte que jeune, entre guillemets, quand on allait au restaurant avec notre bande de copains, lui, il faisait attention à tout ce qu'il mangeait. Et après le resto, il rentrait sagement chez lui quand tous les autres continuaient la soirée. On allait s'amuser, mais lui, il respectait scrupuleusement ses temps de récupération. Ouais.
Non, c'était ça. C'était ça. Je ne peux pas dire que j'ai eu une adolescence comme les autres. Je m'accordais pas, on va dire, ce que des ados, normalement, s'accordent, aller faire la fête, aller faire les fous. Il n'y a jamais eu ça, l'alcool, les cigarettes, les joints, les filles? Non. J'étais obsédé par l'envie de réussir et par l'envie de progresser. Et donc, je me donnais les moyens pour ça. Et j'étais sérieux, ouais. Je sais pas si j'étais trop sérieux. En tout cas, ça m'a permis d'avoir une longue carrière. Donc, je pense que c'est aussi grâce à ça. Et puis, sortir, je m'emmerdais, pour dire la vérité, parce que je suis un très mauvais danseur. Donc, j'allais pas danser. Donc, si je sortais, c'était pour boire des coups. Et le lendemain, je m'en voulais parce que je sentais que j'avais déconné. C'est ça. Donc je me sentais sale aussi d'une certaine façon et ce qui fait que ça m'intéresse pas trop de sortir. Sauf quand même que les hormones, ça devait travailler à ce moment-là quand même, non? Ah oui, bon, ça oui. Ah non, mais ça oui, quand même. Ah bah, je sais pas. Oui. Comme les autres, quoi. Oui, comme les autres. Oui, non, là, quand même, faut pas déconner. J'étais pas non plus... Un moine. Ah non, j'étais pas un moine. Un moine du football. Non, faut pas exagérer. Je faisais vraiment gaffe à faire tout ce qu'il faut pour mes entraînements. Comme je faisais des études STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, donc j'avais des cours sur la diététique, j'avais des cours sur la relaxation, sur la sophrologie, sur l'anatomie, la physiologie. Donc du coup, j'étais complètement... Enfin, moi, j'apprenais plein de choses qui me servaient dans mon métier. Dans les cours d'anatomie, il m'est arrivé d'aller disséquer une jambe, une cuisse. Une vraie cuisse. Ouais. Pour voir... comprendre comment ça marche à l'intérieur. Comprendre, voilà, les muscles qu'on te montre sur un dessin, ben, tu les voyais en réalité. Mhm. Donc, c'est-à-dire que cette formation-là m'a permis aussi d'avoir un regard sur mon métier très vite. En même temps, quand vous étiez chez les Bleus, et notamment quand vous étiez à Clairefontaine, les joueurs, ils sont infantilisés. On leur fait faire les choses parce qu'on leur dit, c'est comme ça, tu te lèves à telle heure, tu manges à telle heure, tu joues à telle heure, tu vas te coucher à telle heure. Ouais. Le côté un peu tous ensemble, le côté mouton aussi, me dérangeait beaucoup. J'aime la vie en équipe, j'aime les discussions d'après-repas, j'aime les chambrages entre potes, mais ce côté infantilisant a toujours été très difficile pour moi et ça a été encore plus difficile évidemment quand je prenais de l'âge à partir de 30 ans, ça devenait presque insupportable. Donc on est d'accord, Bichente, au milieu quand même de tous ces footballeurs dont certains sont vos amis, mais vous étiez quand même à part. Je fermais ma gueule. Vous fermiez votre gueule, d'accord. Ben, parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça, une équipe, tu respectes les règles d'une équipe. Tu me dis rendez-vous au match, et ben tu me donnes l'heure de rendez-vous, j'y vais. D'ailleurs, je me rappelle au Girondins, au début, c'était comme ça. On allait au stade en voiture. On écoutait AC/DC à fond. Et on allait au stade en voiture. Et moi, je préférais quand c'était comme ça. Et puis après, les mises au vert sont arrivées. Et là, c'est devenu un peu plus pénible. Je n'étais pas à côté. Hein. J'étais avec tout le monde. On déconnait ensemble et tout ça. Mais moi, je gardais ça pour moi. C'était une souffrance un peu. Mais justement, quand vous avez arrêté votre carrière, Bichente, il y a un truc qui m'a aussi interpellé. Vous avez passé un master en communication, relations publiques et sport. Vous réinfligez, entre guillemets, une contrainte. Ouais, mais ça m'amusait. Ça m'amusait. Et j'ai fait le truc à l'envers. Normalement, tu fais des études et puis ensuite, tu fais la pratique. Et là, j'ai fait la pratique avant, puisque j'avais déjà, je sais pas moi, 8 ans d'expérience dans les médias et j'ai fait la théorie après. Et voilà, et ça m'amusait de faire ça. En fait, intellectuellement, ça m'amusait de faire ça. Mais je m'en suis pas servi du tout parce que j'ai refusé de monter, enfin d'être conseil de joueur puisque c'était, il y avait conflit d'intérêt avec le fait de travailler dans les médias. Donc je l'aurais pas fait. En tout cas, on a vu tous les sacrifices que vous avez faits plus jeune et ça a payé. 10 ans après le premier match pro, vous avez 29 ans. Et puis c'est l'apothéose, évidemment, on a tous partagé ça avec vous. 12 juillet 98, les Bleus champions du monde. Et cette Coupe du Monde, vous avez failli pas la faire. Vous avez eu ce problème de santé, cette pulbalgie. J'avais jamais eu de blessure de ma vie. Et d'ailleurs, je comprenais pas comment on pouvait se blesser. Je me disais, les mecs qui se blessent, c'est des mecs qui sortent en boîte, qui font les cons et tout. Et là, tout d'un coup, je me suis confronté à cette blessure, qui est une blessure lancinante, très délicate. Et j'ai galéré pendant presque 1 an et demi avec ça. Je me sentais fort physiquement et pour la première fois de ma vie, j'ai eu une fragilité physique et j'ai totalement perdu pied. Ça me rendait fou, ça me faisait mal dormir, ça me faisait stresser, ça me rendait irritable, ça me rendait susceptible,
voilà, n'importe quelle critique, je le prenais très très mal. Tu joues à 60% de ton potentiel. Et je le vivais très 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 mal. Et donc ça, c'est arrivé 1 an avant la Coupe du Monde. C'est ça. Donc pour la première fois, le physique flanche et le moral finalement. Mais tout est lié. Tout est lié. 6 mois avant la Coupe du Monde, j'étais encore dans le trou. Et puis, on devient champion du monde. Je suis passé du fond du trou au sommet du monde. Grâce 6 mois. À vous, évidemment, mais aussi à Aimé Jacquet, puisqu'il a quand même voulu sélectionner le gars qui était au fond du trou. Ouais, il m'a toujours appelé. Il est venu me voir à Munich. Et il m'a dit, fais tout ce qu'il faut en termes de soins, en termes de récupération, en termes d'entraînement. Reviens à 100% et tu seras mon arrière gauche. Les larmes, elles arrivent quand vous voyez la photo d'Aimé Jacquet. Parce qu'il vous a sorti de tout ça? Parce que c'est dans ces moments-là que tu comptes, enfin, tu sais sur qui tu peux compter et tu vois quels sont les gens de valeur. Et j'ai eu la chance, dans mon parcours professionnel, d'avoir des gens comme... il y avait Norbert Bodias tout à l'heure, Peyo Saratia, Piero Labatte, Ante Mladinic, Aimé Jacquet, Ottmar Hitzfeld, mon entraîneur au Bayern de Munich. Enfin, ces gens-là ont été très importants dans des périodes charnières pour moi. C'est-à-dire que, pourquoi ça me touche? Parce que j'aurais pu tout perdre. C'est ça. Et jusqu'à 3 mois de la Coupe du Monde, j'avais toujours des douleurs. Et ça me prenait la tête, ça me rendait fou. Vraiment, ça me rendait fou. Lui, il sait pas ça. Mais j'étais prêt à me péter la jambe pour lui. À vous péter la jambe pour lui? Ouais. Ce mec-là, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un avec des mots justes, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un, quand il te dit quelque chose, il le fait. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'important aussi. En fait, il ne le sait pas, mais il a été très important à un moment où j'ai cru que ça allait s'arrêter, en fait. J'ai cru que c'était fini pour moi, en fait. C'était vraiment la traversée de l'Atlantique. Je ne reviendrai pas, la queue entre les jambes, il faut que j'arrive au but. Et le but, c'était la Coupe du Monde. Et le but, on l'a atteint. Et vous l'avez atteint quelques semaines avant, quelques mois avant, vous étiez au fond du trou. Vous pensiez que c'était fini, ça a été loin d'être fini. Vous nous avez fait vibrer, souvenez-vous, donc c'était le 12 juillet, c'est ça? 12 juillet 98 12 juillet 98. Même moi, je m'en souviens. Djorkaeff qui tire le corner, attention, qui est l'arrivée, but Zizou. Ça vous fait quoi, Bichon, de revoir ces images? C'est très émouvant parce que, comme je disais, 6 mois avant, je n'étais plus rien. Et puis là, on gagne la Coupe du Monde. C'est la plus belle chose que tu puisses faire dans ta carrière. C'est-à-dire que c'est le sport le plus populaire au monde et tu es champion du monde de ce sport, quoi. Tout le monde veut faire ça. Et là, quand tu prends cette coupe-là, quand tu prends ça, tu brandis cette coupe-là au Stade de France. Je sais pas, c'est très difficile d'expliquer. En plus, moi, j'ai mis 3 jours pour redescendre. Là, par exemple, je soulève cette coupe et 3 jours après, s'il y avait un match à faire, j'étais prêt encore. Ah ouais. J'étais encore dedans, j'ai pas pu me détendre. J'ai mis 3 jours pour me détendre. Ah. Et l'adrénaline qui était toujours là. Shooté, tu me dis, allez, on refait un match, j'étais prêt encore. Ouais, j'étais prêt encore à jouer. Mais là, par exemple, vos parents, ils vous ont exprimé leur fierté à ce moment-là? Louisette, elle a la fierté absolue, j'imagine, du parcours de son pitchoun. Oui. Oui, ils ont suivi, enfin, ils sont venus partout, quoi. Ils sont venus partout, ils sont venus à Bordeaux, ils sont venus en Allemagne, ce qui était plus loin. Et ils ont toujours suivi, ils m'ont toujours accompagné, toujours soutenu, toujours aidé aussi pour mon fils, parce que quand j'étais en Allemagne, j'étais séparé. Et donc, voilà, ils faisaient le lien.
Ils étaient là sur les Champs-Élysées quand... Ils étaient là. Quand vous êtes devenus des demi-dieux, là, c'est incroyable. Ou des sur les Champs-Élysées, je sais pas, mais là, oui, là, c'était le lendemain, on savait plus où on habitait. Incroyable. Incroyable de revoir ça. Ouais, c'était incroyable. C'était incroyable, c'était complètement fou cette journée-là, le lendemain, où on s'est retrouvés avec des millions. Alors, on nous avait annoncé, voilà, on allait faire ce truc-là, mais on savait pas qu'il y aurait autant de monde. Et on est arrivé, et je me rappellerai toujours, quand le bus a tourné pour se mettre dans l'axe des Champs-Élysées, on a vu cette masse de gens, voilà, et on a fendu la foule, enfin, c'était fou, c'était fou. Comment vous avez vécu ce changement totalement de statut quand vous avez vu que même des bébés au lendemain du match se sont appelés Bichente, Zinedine ou Lilian? Tout d'un coup, vous devenez un sexe symbole. Hein. Il y a eu ce sondage de la Sofres qui révèle que les Françaises vous ont désigné footballeur le plus sexy des Bleus. Comment vous vivez tout ça à ce moment-là? En fait, assez bien, parce que quand je suis parti au Bayern, les dirigeants du Bayern m'ont dit, bon, voilà, t'es champion du monde, maintenant c'est terminé. Et maintenant, il faut gagner des titres avec le Bayern. Donc ils vous ont recadré directement. Ils m'ont recadré direct. Ils m'ont en gros fait comprendre, écoute, t'enflamme pas. Et puis, en Allemagne, il n'y avait pas la même ferveur. Ce qui était en France, c'était plus difficile parce qu'en effet, quand on revenait en France, tu rentrais dans un restaurant et les gens s'arrêtaient de parler. C'est comme si... Incroyable. Comme s'ils étaient, je sais pas, les gens s'arrêtaient de parler. Tu sentais le truc, les gens se posaient comme ça. Mais et après, tout de suite, Are We Survive. Autant te dire qu'au bout de la 100e fois, j'en pouvais plus d'Are We Survive. Mais c'était, oui, pendant 6 mois, ça a été fou. Mais les lettres que vous receviez, les 5000 lettres d'ailleurs que maman a gardées dans 18 cartons à la maison. Ah ouais, vous savez ça. D'admiratrices qui étaient folles de vous, par exemple. Ça fait péter les plombs. Vous en avez profité, par exemple? Bon, alors j'étais célibataire pendant quelques mois. On était 2 à être célibataires. C'était Fabien Barthès et moi. Ouais. Voilà, pendant quelques mois. Ça n'a pas duré. En tout cas, on a bien senti que ça vous a fait, quand même, d'une certaine manière, prendre une autre dimension. Et puis même physiquement, d'ailleurs, vous avez commencé un peu à jouer avec ça. Vous vous souvenez de ces images-là, par exemple? Regardez. Oh pirates, yes they roll by, so die to the merchant ship. Mon père, il a l'arrêt sur le côté, je fais l'arrêt sur le côté comme mon père. Et je roule les airs aussi. Voilà. C'est le rituel du match, ça. Je rentre dans l'arène. Je fais le regard comme ça méchant. La tête un peu vers le bas, comme ça, le regard méchant. Je regarde mon adversaire, tu vois. Tu vois, il passe devant moi comme ça, je fais bon match. Ça, c'est quelques années après, évidemment, 98, mais on voit que d'une certaine manière, vous commencez à bien vous aimer, quoi, Bichente, non? Non, mais là, j'étais plutôt en mode délire et déconne, là, je faisais le con. Et un peu exhibo? Non, exhibo, non. Non, mais c'est pas ça. Enfin, dans le sport de haut niveau, on n'a pas de problème avec le corps. J'ai plus de problème avec les sentiments. C'est-à-dire que je me fous pas à poil au niveau des sentiments. L'excellent joueur de football que vous étiez, forcément, il a des sollicitations nombreuses, l'argent qui va avec, et notamment, on ne va pas vous le reprocher, vous faites de la pub, ça donne ça. Des petits lus, c'est une bonne façon de faire le plein d'énergie le matin. C'est où? C'est là. Bichente, t'es là? Ah non, Bichon n'est pas là. Je suis son assistante. Je peux vraiment rien faire pour vous. Hein. Voilà. Bon, on va l'attendre là. Oui, Bichente Lizarazu a des infos sur la Coupe du Monde, mais il vous en parlera surtout sur le 32-14. Je tiendrai pas un mois comme ça. Retrouver ses amis, son pays, ses racines. C'est retrouver force et vitalité. Nouveau shampoing Pétrolane. Enrichi aux huiles essentielles de citrus, Pétrolane tonifie le cuir chevelu. Nouveau shampoing Pétrolane. Mes racines, c'est ma force. On en a fait des conneries. Hein.
Mais bon, oui, c'est vrai qu'après la Coupe du Monde, on était hyper demandés dans tous les sens du terme. Enfin, oui, les lettres, sollicitées, les filles, les pubs, c'était un autre monde. Sur l'argent, vous racontez que pour le coup, vous n'avez pas attendu ce moment-là pour savoir gérer, puisqu'à l'âge de 18 ans déjà, vous achetiez des revues financières. Vous dites ce n'était pas des lectures passionnantes, mais je m'y suis plongé pour m'imprégner du vocabulaire et des concepts conscients qu'il était primordial dans cet univers de la finance, qui n'était pas le mien, d'en comprendre les enjeux. Très tôt déjà, ce qui ne m'étonne pas de vous, mais vous aviez intégré ça, donc vous avez su gérer cet afflux d'argent qui arrivait derrière la Coupe du Monde. Oui, parce que il y avait eu un exemple à l'époque. Giresse, c'était mon joueur modèle et il avait eu des soucis. Il avait perdu beaucoup d'argent. Évidemment, les footballeurs sont très sollicités, puisqu'ils gagnent très bien leur vie par des conseillers, et ce ne sont pas tous bons. Et donc la meilleure façon de pouvoir les déceler, les mauvais, c'est de s'y connaître un peu. Et comme ça, tu poses des questions, et puis si le mec il te pipote, tu le vois tout de suite. Alors après, je fais des conneries comme tout le monde, mais j'ai évité beaucoup d'écueils. Et vous qui avez été élevé, Bichente, par un père qui a toujours travaillé dur dans sa menuiserie pour vous offrir une vie agréable, comment vous sentiez vis-à-vis de lui de gagner soudain de telles sommes d'argent en si peu de temps? En fait, une fois, j'étais gêné, une fois. Première fois de ma vie que je prenais un avion privé. Et mon père devait gagner 2000 € par mois. Et l'avion privé, ça coûtait 10 000. L'aller-retour. Et je me suis senti mal. Ça m'a gêné. Ça m'est plus arrivé après. J'ai toujours eu ça, c'est-à-dire que le travail, le rapport au travail, le rapport à l'argent, je pense que c'est très lié aussi à mes parents qui sont artisans et qui ont gagné difficilement leur vie. Donc, flambeur, ça me fait un peu vomir, en fait. C'est ça. J'ai un peu la gerbe, en fait. Donc, j'ai été un peu quelques fois comme ça, et quand je l'ai été, j'avais la gerbe. Et et les flambeurs m'agacent. Et vous l'avez fait partager à vos parents, cet argent? Leur rendre, d'une certaine manière, ce qu'ils vous ont donné? Oui, bien sûr. Je crois que quand on a une vie simple, c'est pas très compliqué. On est simple au Pays Basque, on a une vie simple au Pays Basque. On n'a pas besoin d'être démonstratif. Ça vient de l'éducation, ça. Ouais. On comprend bien, vous êtes fait des copains, mais vous êtes atypique dans ce milieu du football. D'ailleurs, Claire Keim, votre compagne depuis 15 ans, elle nous a raconté avec humour que sur le papier, elle ne voyait pas du tout faire sa vie avec un footeux. Mais Bichente, non seulement il est singulier par rapport aux autres sportifs, de haut niveau donc, mais en plus, il est à part des autres êtres humains. Il est très animal, extrêmement franc, parfois dur, mais ça cache une immense sensibilité. Sur certains sujets, je vois parfois ses larmes perler. C'est quelqu'un de touchant. En fait, ça donne l'impression que j'étais un mec à part. Je n'étais pas du tout à part. Je n'ai pas dit que vous étiez à part, je dis que vous êtes différent. Par exemple, vos goûts musicaux, vous parliez tout à l'heure d'ACDC, mais il y a aussi Clapton, Téléphone et Beach Boy, Bob Marley, Ben Harper, M. C'est pas communément partagé par cette génération de footballeurs, d'une certaine manière. Non, mais disons que je m'intéresse à plein de trucs. Alors c'est vrai que quand je suis avec Claire, on ne va pas parler de foot. Ça n'intéresse pas du tout, le foot. On va être sur d'autres sujets. Je m'intéresse à plein d'autres choses. Je me nourris de plein d'autres choses. J'ai besoin d'autres choses. Le foot, c'est très important. Mais c'est pas suffisant pour moi. La sensibilité, la sensibilité, elle était là. Je pense que si on est ensemble, c'est parce que je suis touché par son hypersensibilité. Voilà, c'est une artiste dans le sens large du terme. Elle écrit des chansons, elle chante, elle joue la comédie, elle dessine. Elle est hyper sensible, hyper fragile, et j'adore ça chez elle. Peut-être parce que moi-même, c'est un truc que j'ai contenu tout le temps et que je vais chercher en elle ce que moi, je n'exprime pas ou que j'ai jamais réussi à exprimer parce que c'est bloqué. Parce qu'il y a la carapace, là, en acier, qui garde tout. Je garde beaucoup de choses, en fait. On a vu Claire, qui vous a décrit comme différent, pas le foot traditionnel, qui aimait la musique notamment. Vous avez une bande de copains musiciens, et même vous-même, il vous arrive de chanter avec elle et avec les autres. Regardez.
secret chord that David played and pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Mathieu Chédid, Guillaume Canet, une autre vie. Ça, c'était Mathieu Chédid, et c'était pour la fête de ma fin de carrière. Il m'a fait l'honneur de venir à cette fête-là et de faire un petit concert privé, et on a joué ensemble. J'adore la musique, j'aurais aimé être guitariste, ça m'aurait bien plu. Et j'avoue que ce qui m'a beaucoup séduit chez Claire, c'est la musique. Elle chante très bien, effectivement, et elle a cet univers-là aussi. Quand on vous entend, quand on voit cette vie intérieure que vous avez, riche, pour le coup, vous êtes nourri de plein de choses, on se dit que ça a été quand même assez une vie sacrificielle quand vous faisiez du football, et notamment à Munich. Vous y êtes resté longtemps, 9 ans. L'éloignement, comment vous l'avez géré, ça? Je l'ai géré comme une mission. Comme une mission? Ouais. Quand je suis parti au Bayern, évidemment, il y a aussi l'envie de revanche, puisque j'avais pas pu m'exprimer à Bilbao. Il y avait l'envie de montrer différemment que j'étais là, qu'il était de retour, le gars. Et alors dans des conditions un peu difficiles, parce que moi, l'homme de la mer, qui a toujours vécu au bord de l'eau, le Pays Basque, Bordeaux, j'allais beaucoup sur le bassin d'Arcachon. Et là, tout d'un coup, je me retrouvais en Bavière, dans les montagnes, avec la mer très loin. J'écoutais des bruits de vagues sur un CD dans ma maison à Munich. Ah ouais, vraiment? Ah ouais, non, vraiment. Des bruits de vagues dans un CD parce que ça vous manquait à ce point? Ouais, je sais pas comment expliquer ça. On vit au Pays Basque, au bord de l'eau, voir la mer, c'est quelque chose d'important pour moi. La sentir, l'entendre, c'est quelque chose d'important. Donc c'était la mission, vous aviez besoin de tout ça, de la nature, donc vous la viviez à distance. Et la famille, par exemple, vous étiez déjà papa, Vicente? Oui, mais séparé. Séparé donc de Stéphanie, la maman de votre grand-fils, que votre amour de lycée depuis vos 16 ans. Exactement. Mais c'était un sacrifice, ça, de ne pas voir grandir votre fils, par exemple? D'abord, t'es séparé. Mon fils est reparti avec sa maman à Bordeaux. Donc ma mission, c'était de m'imposer au Bayern de Munich, l'un des plus grands clubs du monde. Vous pouviez aussi le vivre très mal, le fait de ne pas voir votre fils avec vous. C'était comme ça. Il y a plein de couples qui se séparent, ça arrive à tout le monde. Moi, j'étais à l'étranger, alors c'est vrai que ça rendait la chose beaucoup plus difficile parce qu'il y avait la distance. Mais encore une fois, mes parents ont été là, ont fait le lien. Je vois comment il est aujourd'hui et je pense pas que ça l'a traumatisé. Après, c'est la vie, quoi. C'est la vie, ouais. Ouais, mes parents, ils ont été très importants, en fait, pour deux choses. Pour me permettre de m'épanouir, de me développer dans le sport. D'abord le sport en général et puis ensuite le foot. Et aussi pour mes enfants. On vit au Pays Basque avec Claire, mais moi je travaille aussi à Paris, elle travaille aussi à Paris, on fait beaucoup d'allers-retours. Et mes parents font aussi ce lien. Donc voilà, c'est un univers familial qui est très, très fort, où on s'entraide. Et voilà, pour que chacun assouvisse sa passion. Claire, elle m'a fait 2 cadeaux, notre fille Waina, et puis qu'elle accepte de venir au Pays Basque. Et ça, c'est la Rune derrière, qui est un peu notre montagne fétiche. Il y a eu une fin au football en 2006, au Bayern, mais juste avant, vous tout seul dans votre chambre au Bayern, dans ce documentaire donc, que vous avez tourné sur les dernières années, on a vraiment l'impression que vous emmerdiez tout seul dans votre chambre au Bayern. Qu'est-ce que je m'emmerde. Putain. Vieillir, c'est un truc qui m'est insupportable. J'ai eu quelques petits signaux pendant l'année, petites douleurs au mollet, au dos, à la cuisse.
je pourrai jamais atteindre le niveau que j'ai pu atteindre quand j'étais au top du top. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est triste. Bon, allez, ça suffit, quand même, maintenant, je vais me coucher. Enfin, essayer en tout cas. Elles disent quoi, ces images de particulier, Vicente? Alors d'abord, ça c'est un moment assez particulier puisque c'est les 4 derniers mois où j'avais décidé d'arrêter ma carrière. Et puis surtout, le Bayern m'a fait roi. Mais ça correspond pas à ce que j'ai vécu au Bayern, ça. Je comprends. Ça correspond simplement à la fin, à un contexte un peu particulier. Et puis une fin où j'étais emmerdé avec deux déchirures au mollet. Enfin, tu vois, bon, il y a quand même malgré tout, tu vois, 36 ans et demi, c'est un bel âge. Et donc là, ben voilà, je faisais des étirements et pour passer le temps. Mais il y a donc eu une fin au football. C'était le 13 mai 2006, le dernier match. 69 000 spectateurs dans le stade, vos parents, votre fils, votre frère, tous vos entraîneurs formateurs, vos amis les plus proches. L'émotion, parce que vous l'appelez la petite mort, cette fin. Bah, c'est dur, c'est la fin, c'est curieux parce que t'as 36 piges et puis tu pars à la retraite. Ils m'ont fait un hommage extraordinaire. Et voilà, et en même temps, tu quittes ce que t'aimes le plus au monde, c'est-à-dire jouer au foot, faire des matchs, la compète. Voilà, j'adorais ça, la compète, j'adorais m'entraîner. Et en même temps, j'étais lassé, je peux le dire avec du recul, j'étais lassé par la routine, par les mises au vert, par tout ça. J'avais besoin de liberté, quoi. J'avais besoin d'indépendance, j'avais besoin d'être le capitaine de mon bateau. Donc à la fois, j'étais très triste de quitter ça et surtout un club qui m'a tout donné. Enfin, moi, le basque, quoi, qui est adoubé par les Allemands, par les Bavarois. Depuis l'âge de 7 ans, je joue au foot. À 13 ans, je suis rentré en centre de formation. Et tout ça, ça s'arrête. Mais je peux pas dire que j'ai eu... Il y a des mecs qui partent en dépression. Hein. Ah ben, ça m'est pas arrivé. Vous avez continué dans le sport à 100%, hein, ouais. Tout, vélo, golf, J'ai été surf. sauvé, je pense, parce que j'ai eu une culture sportive variée, riche, et que du coup, j'ai continué à faire beaucoup de sport. Donc je pense que déjà, au niveau des hormones, j'ai pu continuer à faire tourner la machine. Parce que très vite, je me suis intéressé à la reconversion dans les médias, parce que je me suis fait des beaux voyages, parce que j'ai kiffé, en fait. C'est-à-dire que ce que je ne me suis pas autorisé à faire de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 36 ans, l'exigence, le fait de me concentrer que sur ça, eh ben, je me suis dit quand j'ai arrêté, il n'est pas question que je me refoute dans un truc aussi obsessionnel. Enfin, sauf que vous n'êtes pas refoutu dans un truc aussi obsessionnel, mais par exemple, quand vous avez fait du jiu-jitsu, il a fallu que vous deveniez en 2009 champion d'Europe vétéran. Vous ne faites pas le truc à moitié, quoi. Non, mais bon, ça, c'est parce que t'aimes bien progresser dans un sport. Bien sûr, mais c'est aussi le côté hyperactif. Claire Kem nous a confié qu'elle vous appelait mon dingo. C'est un volcan. Comme il est toujours sur 5 dossiers à la fois et qu'il fait tout avec une application totale, j'ai appris à repérer les fenêtres météo où je peux lui parler de mes petits tracas et les moments où il est tellement concentré sur autre chose qu'il sera sourd. Ouais. Vous êtes un peu compliqué à suivre quand même. Elle me connaît bien, on se connaît bien. On forme une très belle équipe. Mais oui, je suis à fond. Vous dites, grâce au sport, je m'enivre d'émotions, on a bien compris, d'adrénaline. J'oublie mon impuissance à lutter contre le temps qui passe aussi. Là, on touche quelque chose, Vicente. Le sport, ça vous permet aussi un peu d'être immortel ?
Alors on touche un truc au temps qui passe, c'est vrai. Ouais. Ça c'est peut-être mon seul... mon seul, non pas mon seul, mais c'est un point. C'est quoi? C'est le fait de vieillir ou la mort? Non, vieillir, ouais, la mort, ça m'éclate pas. Enfin, je pense que ça éclate personne. Hein. Tu dis pas la mort, putain, c'est génial, quoi. Vieillir, c'est génial. Non, mais alors, ce qu'il y a de bien, c'est dans les sports que je pratique, j'étais plus ou moins débutant dans certains sports, je pense au jiu-jitsu. J'ai démarré ceinture blanche et je suis ceinture noire, donc en 10 ans, j'ai progressé. Et alors, du coup, progresser, tu ne vois pas le temps qui passe, alors que quand je joue au foot, je vois bien que je suis moins bon qu'avant. Ouais. Tant que tu apprends, tu te sens jeune, en fait. La vieillesse, tu la ressens quand tu as l'impression que tu n'apprends plus. Votre pote, Franck Bruno, l'un de vos plus proches amis, l'explorateur, qui a perdu une jambe très jeune dans un accident, avec qui vous partagez l'esprit du défi, il nous parle de vous et de la nature. Il a besoin de la nature, de l'océan, d'aller dans les vagues. Parce que la nature, elle ne juge pas, elle vous prend comme vous êtes, elle vous cajole, elle vous embrasse, elle se fout que t'es comme moi, une jambe en moins, ou que tu t'appelles Bicente Lizarazu. Ouais. Ce rapport avec la nature, c'est impossible de faire cette émission sans en dire au moins un mot. C'est vrai que quand je suis en mer ou quand je suis à la montagne, je me sens chez moi. J'ai besoin de me confronter à la nature, j'ai besoin de me confronter à une nature brute, sauvage. On était en Polynésie ensemble avec Franck, on était entouré de 200 requins, et c'était un spectacle extraordinaire. Alors j'ai pas les mots qu'utilise Franck sur « t'es pas jugé », mais moi ça m'apaise, je me sens chez moi, comme au Pays Basque. Pour bien comprendre finalement le gars que vous êtes aujourd'hui, celui qui a réussi sa reconversion, on a demandé aussi un de vos plus proches d'être là. Il était le patron d'une grande agence de communication. Aujourd'hui, il dirige Courrèges. C'est Jacques Bingère, votre copain. Et il a suivi un peu votre reconversion. On va en parler avec lui. Bonsoir, Jacques. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous. C'est un guerrier, votre pote. Oui, c'est un guerrier, ouais. Alors, c'est formidable parce que c'est un ami rare. Être un guerrier, c'est une chose. Il l'est aussi dans la vie pour ses potes. C'est quelqu'un qui est toujours là. Il a une fratrie, Bicente, autour de lui. Il y a Franck Ribou, il y a Pierre Agnès, il y en a quelques-uns comme ça. Il est toujours là pour nous. Mais c'est aussi dur, parce que être un guerrier, ça veut dire être aussi en forme. Parce que je peux vous dire que Bicente, vous passez un week-end avec lui, ça devient une Olympiade. C'est-à-dire ça commence avec le vélo, ça se termine avec le jiu-jitsu. Entre-temps, vous avez fait un entraînement, vous avez ramé, parce que moi je suis nul en surf, donc vous passez votre temps à ramer pendant que lui fait 5 vagues. Quand il vous dit bonjour et qu'il vous serre dans ses bras, il vous fait une clé de bras, donc ça vous laissez quelques cervicales. Il y a intérêt d'être à la hauteur. On a bien compris qu'il était tout dans le contrôle. Qu'est-ce qui fait qu'il a besoin de tout contrôler comme ça? On voit bien que depuis gamin, il a besoin de contrôler. Bicente, c'est un homme libre. C'est important pour lui. Donc la liberté, c'est quelque chose qui est presque obsessionnel. Donc il est dans le contrôle de sa vie parce qu'il veut pouvoir toujours être libre. C'est la liberté absolue. L'autre sujet, c'est qu'il est hyper pudique. D'ailleurs, c'est même étonnant de le retrouver sur ce divan. Donc on voit bien qu'il est doux, tout en étant super fort, super dur, parce que toute sa vie, ça a été aussi une bagarre. Le contrôle, c'est aussi une manière pour lui de comprendre les choses. C'est une éponge, Bicente, donc il est curieux de tout. D'ailleurs, Bicente, sa vie, c'est comme le sport. Hein. C'est-à-dire que c'est à fond, comprendre, aller au bout, essayer d'être le meilleur, en tout cas, essayer de toujours progresser. Ça participe de cette logique quasi matricielle pour lui. Hein. Et vous qui avez vu la reconversion, la fin du foot, et puis le consultant aujourd'hui des grands médias, TF1 avec Téléfoot, RTL, notamment l'équipe, c'est la reconversion réussie. Il y a eu des doutes là-dedans, ou alors là, pareil, il a tout voulu savoir comment ça marchait? Ah mais il a tout voulu savoir comment ça marchait. Cette mère, Bicente, il pose des questions tout le temps. Donc, il disait tout à l'heure sur les pubs, c'était marrant parce qu'on s'est rencontrés grâce à un autre de nos amis communs qui est Franck Ribou au moment de la pub Lu. Je me rappelle, on s'est retrouvés un soir à Munich après un match, et comme toujours, après un match, il y a beaucoup d'adrénaline, donc on va pas se coucher tout de suite. Et on s'est retrouvés autour d'une bouteille de Bordeaux, à refaire le monde, et ils voulaient tout savoir de comment se faisait une pub, comment ça se passait. Et d'ailleurs, c'est marrant, vous avez vu montrer la pub de Candice avec Bouygues Télécom. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est que c'est lui qui l'a écrite. Parce que c'était sa vraie vie. C'est-à-dire que quand on l'appelait et qu'il était en train de surfer, qu'il voulait pas répondre, il disait « Bonjour, c'est Candice ». Donc, c'est vrai. Voilà, et ça, c'est Bicente. C'est-à-dire qu'il veut comprendre. Il veut comprendre. Et donc, ce qu'il fait, il le fait toujours à fond.
Parfait. Impeccable, non, ce qu'il dit de vous, votre pote Michel, non? C'est un peu trop sympa. Mais non, mais c'est vrai que j'aime bien comprendre. Alors, je peux être pénible, mais je pose des questions. Merci beaucoup, Jacques. Merci. Merci, Jacques. On ne peut pas, évidemment, terminer l'émission sans parler de votre baskitude. On dit ça comme ça, hein, je crois. Oui, c'est un terme qui signifie beaucoup de choses, qui peut signifier beaucoup de choses. Ça signifie quoi, d'ailleurs, chez vous? Ça serait un mélange de basque et d'attitude. Je sais pas, c'est un état d'esprit. C'est quoi l'état d'esprit? Difficile d'expliquer ça. Mes grands-parents sont originaires de différentes parties du Pays Basque, qu'ils soient espagnols ou qu'ils soient français. Et donc, mon sang est 100% basque. Donc, vos 2 enfants ont un prénom basque? Mes 2 enfants ont un prénom basque, Chimista l'éclair, Waina la vague. Quand j'ai arrêté le foot, j'avais une obsession, c'était de revenir habiter chez moi. Ouais. Parce que j'avais vécu pendant 10 ans à l'étranger et ça a été extraordinaire. Bayern, j'en ai parlé, mais j'avais toujours ce manque. Il me manquait le Pays Basque, il me manquait la mer. Sur votre acte de naissance, il y a Vincent, et vous l'avez fait changer à 22 ans pour Bichente. Bichente, c'est le prénom choisi par mes parents. Donc il n'y a pas de débat là-dessus, sauf qu'à l'époque, à l'état civil, ils ont refusé de mettre le prénom Bichente parce que tout ce qui était lié du régionalisme ou la culture basque, c'était prohibé à l'école, on ne pouvait pas parler en basque. Aujourd'hui, par exemple, ma fille, elle est en école bilingue, elle parle français et basque. Ah ouais, ça c'est important pour vous? Ben oui, je suis content. Moi, j'aurais aimé parler basque. Malheureusement, le basque n'a pas été transmis par mes grands-parents. J'ai pas pu le parler à l'école parce que, c'était interdit. Et on se souvient évidemment des images qu'on va revoir ensemble quand vous êtes rentré au lendemain du mondial au Pays Basque. C'était le retour du fils prodigue, évidemment. J'imagine que ça a une signification particulière. C'était peut-être pas les Champs-Élysées, mais pas loin. Hendaye a oublié hier soir le rugby ou le surf pour faire un triomphe à son champion du monde de football, Bichente Lizarazu. Sa carrière de professionnel a certes été lancée à Bordeaux, mais c'est ici, à Hendaye, dans le club des Églantins, qu'il a véritablement démarré. Hier, les gamins du club n'avaient Dieu que pour lui, admiratifs et connaisseurs. Ah, c'est un dieu, c'est le meilleur du monde. On est tous très émus et puis on est content de le voir là. On préfère le voir chez nous qu'ailleurs. C'était le meilleur du club? Oh ouais, largement. Quand on était petit, ouais, c'était le meilleur. Alors, content de votre journée? Eh ben, j'ai vu un petit peu tout à l'heure. J'arrive, je l'ai vu un petit peu, je l'ai vu. Vous attendez un autographe alors? Ouais, la bise plutôt. La bise? Ouais, vraiment, ouais. Il y avait 5000 personnes à la mairie. On m'a remis le maquila d'honneur qui est un signe fort. Et ce moment, il est fabuleux parce que c'est là que j'ai démarré. J'avais démarré juste derrière la mairie, à la Villa Marie. Le petit terrain en bitume là, que vous avez vu sur la photo où j'ai 7 ans, c'était à 20 mètres de là. C'était être honoré chez moi, dans mon village, enfin ma ville. On a bien compris que cette baskitude, c'est un héritage culturel et c'est pas une identité politique. Un mot sur les menaces de mort des indépendantistes basques de l'ETA reçues chez vos parents, qui vous demandaient de payer entre guillemets l'impôt révolutionnaire. Vous l'avez écrit pendant 1 an, la section antiterroriste du parquet de Paris vous a placé sous protection policière. Tous les jours, je suis conduit au centre d'entraînement du Bayern dans une berline blindée, banalisée. Sur la banquette arrière, je suis coincé entre 2 molosses au visage impassible. Au-dessus de ma tête, un fusil mitrailleur. Sur le siège, un fusil à pompe. Sur les côtés, des meurtrières au cas où il faudrait dégainer. J'imagine que tout ça, ça marque. Tout ça, c'est derrière vous ou c'est encore un peu là? Non, c'est derrière moi. C'est enfoui, là. C'est enterré. Et ça ne bougera pas. Il y a une enquête. Ça a été pris très sérieusement. Il y a une enquête. Au terme de cette enquête, et après 1 an de protection, on m'a demandé si je voulais continuer. J'ai dit non. Je vis au Pays Basque depuis mon retour du Bayern. Je vais au Pays Basque, je me sens tout à fait tranquille. Et j'ai rien changé. J'exprime ce que j'ai envie d'exprimer, comme j'ai envie. Comme vous avez envie. Il n'y a personne qui j'ai toujours veillé à être très indépendant, comme je le disais, et voilà, et pas me faire récupérer, me faire manipuler. Je vais pas renier ce que je suis. Mais il vous est jamais passé je pense que dans l'idée de le payer, cet impôt révolutionnaire? Non. Non, mais j'ai porté plainte. Alors c'est vrai que cette période-là était assez particulière parce que pendant 1 an, j'ai rencontré un monde que tu n'as pas l'habitude de rencontrer.
Et puis des gens qui sont là pour ta protection, adorables, avec qui, voilà, il y avait des liens d'amitié. Et les mecs, ils étaient contents d'être avec moi parce qu'habituellement, ils étaient avec des juges antiterroristes qui passaient 10 heures au bureau, donc ils attendaient 10 heures. Et avec moi, on allait faire du ski dans les Alpes, ils allaient prendre un jet ski pour me suivre parce que moi, je faisais de la voile. C'était les vacances pour eux. Et comme je m'entraînais aussi, du coup, ils allaient courir avec moi. Donc ils étaient super contents, c'était les Jeux Olympiques avec moi. Voilà, c'est enterré, c'est derrière. On va terminer, Bichente, avec une blague basque qui illustre bien votre caractère selon votre copine Fabienne Dumas. C'est elle qui nous a dit ça. Tu sais comment faire rentrer 15 Basques dans une 2 chevaux, tu leur dis juste que c'est pas possible. Et elle a rajouté, et Bichente, il n'est pas basque pour rien. C'est une très belle formule. Et ça caractérise tout ce qu'on s'est dit jusqu'à là. On débrief? Ah, il faut débriefer? Ah, il faut débriefer. Bonjour. Vous l'avez fait? Ouais. Ouais, il y a eu un peu d'émotion quand même. Mais pour moi, c'était très compliqué de faire ça. Bon, après, je n'ai pas tout dit non plus, hein, mais... J'imagine bien, mais on a bien compris quand même de quoi vous êtes voilà, fait. En fait, c'était assez... En fait, le moment avec Aimé Jacquet raconte pas mal de choses sur ce moment charnière de ma carrière. Bon, bref, je sais pas. Il veut pas repartir. En tout cas, content de l'avoir fait, on peut dire ça, plutôt bien fait. C'était pas si évident que ça, parce qu'il faut s'ouvrir un peu, et j'ai du mal. Vous avez exactement la vie que plein de gens rêveraient d'avoir, en fait. J'ai de la chance. Vous l'êtes faite, cette vie-là, en fait. Oui, je pense qu'en fait, la première partie, cette vie professionnelle, elle m'a permis de construire cette vie-là où je suis libre. C'est-à-dire que j'aspirais à ça plus que tout. Alors, j'aime pas trop dire ça, mais parce que je ne suis pas comme ça, parce que je suis bien éduqué. Mais j'aime bien pouvoir dire merde à tout le monde, si besoin. Mais je ne le fais pas. J'ai bien compris, mais finalement... le faire, mais je veux dire par là que j'ai besoin de pouvoir le faire. J'ai besoin de pouvoir couper le fil quand je veux, où je veux. Pour conclure, vous n'avez pas trahi le gamin que vous étiez, en fait? Non, le gamin que j'étais, son rêve, c'était faire du sport son métier. C'était un passionné. Il était plein de vie, il courait partout. Et je continue à courir partout. Pour vivre heureux? Vivons cachés, ça me va très bien. Non, ouais, mais celle-là, elle a déjà été déposée. J'ai pas fini. Ouais. Vivons cachés, ça me va très bien. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est assez insupportable le voyeurisme. Vivons casqués, parce que je dirais que c'est un combat, la vie, quand même. Donc voilà, il faut s'y préparer. Et je me prépare toujours au pire, j'espère le meilleur. Et vivons libérés. Voilà, libérés parce que la liberté et l'indépendance, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Merci Bichente Lizarazu. Merci de cette Merci Marco. C'était parfait. Merci beaucoup. Découvrez le podcast Déraciner des ailes pour s'envoler, s'enraciner. Déraciner des ailes, le podcast, disponible sur toutes les plateformes.